Bonsoir et bienvenue à tous sur JSF TV et TV-ADP. Ce soir, nous nous réjouissons du retour de deux invités exceptionnels que même la DGSI et le Mossad nous envient. J'ai nommé Thierry Messin et Jean-Michel Vernochet. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour à tous et à tous. Bonjour Jean-Michel. Alors, je vais vous présenter d'abord Jean-Michel Vernochet. Vous êtes l'homme aux mille et une vies, également journaliste, écrivain, grand reporter et auteur de 26 livres, dont le dernier qui est plus que jamais d'actualité, voilà, puisqu'il s'intitule Imposture et trahison, de Macron à Macron et compagnie. Donc, vous allez pouvoir nous en parler. Et vous, Thierry Messin, donc l'homme du 11 septembre, qui s'est mondialement fait connaître en révélant qui avait réellement commandité ces attentats aux USA. Vous êtes également journaliste, écrivain, essayiste et géopolitologue, président du réseau Voltaire, dont je recommande la revue d'actualité internationale que vous publiez chaque semaine. Merci. Je dois dire que j'ai une activité politique. J'étais quand même conseiller de 5 chefs d'État différents. Oui, pardon. En fait, il y a énormément de choses sur vous, effectivement, on ne va pas tout retracer. Alors, nous aurions dû vous retrouver le mois dernier, en fait, au début des manifestations pour les retraites, puisqu'on a un rendez-vous désormais mensuel sur TV-ADP. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant la France prendre feu ? Alors, je commence, très bien. La France est mécontente. Les retraites, pour moi, n'ont pas été la cause principale. C'est aussi un prétexte. C'est sur la question des retraites que c'est cristallisé, au sens d'une catalyse. C'est cristallisé tout le ressentiment, le mécontentement, les frustrations. C'est au fond la prolongation du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que le ressentiment est extrêmement profond. On voit le président, je m'arrête ici, le président Macron qui se fait non pas huer, mais conspuer à chaque fois qu'il sort le bout de son nez, même s'il a des spectateurs, un environnement qui est préparé à l'avance, trié sur le volet. S'ils sont de très habiles mises en scène, Monsieur Macron, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais il est très sûr de lui apparemment, enfin tout au moins en apparence. Il a du toupet, pas seulement sur le dessus de la tête, je pense, mais du toupet tout court, un toupet de mousquetaire. C'est l'époque qui veut ça, on parle des mousquetaires ces temps-ci, mais je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Peut-être que le personnage, tout d'un coup, s'effondrera comme ceux qui ont été trop vaccinés du Covid et qu'on voit tout d'un coup sur une scène devant un micro, sur un plateau de télévision s'effondrer et dont la presse ne parle jamais. Oui, moi je partage ce sentiment que les retraites n'étaient qu'un prétexte à ce mouvement et ne sont qu'un prétexte. Je pense que le problème est beaucoup plus important que ce qu'il y paraît et que ça n'est pas lié non plus à la personne d'Emmanuel Macron, même si lui est évidemment le catalyseur et l'homme qui provoque le désastre. Mais la France traverse une mutation très profonde. Et cette mutation doit se traduire par des changements institutionnels, des changements dans la vie quotidienne très importants qui ne pourront pas avoir lieu en 3 mois, en 6 mois, en 4 ans, et même en 8 ans. C'est quelque chose qui va demander au moins une génération. Nous sortons d'un monde et nous entrons dans un autre. Et bon, Emmanuel Macron n'est pas du tout l'homme de cette situation. Quand vous dites une génération, vous allez déprimer nos internautes. Mais non, je ne vais pas les déprimer. C'est quelque chose d'aussi important que ce qu'on a connu avec la Révolution française. Mais la Révolution française, c'est un phénomène qui a duré au moins 80 ans. Pendant 80 ans, il y a eu massacre sur massacre dans le pays. Mais l'idée des massacres, ça devrait faire peur. Mais l'idée que ça va durer 50 ou 80 ans, ça devrait au contraire rassurer, parce qu'il s'agit d'adapter le pays à quelque chose de très profond. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Alors, j'aurais aimé que vous me disiez ensuite, tous les deux, nous expliquer en fait comment pourrait bien s'articuler cette révolte populaire. Donc on voit qu'elle continue, on voit qu'elle prend aussi dans énormément d'autres pays. Donc comment tout ça pourrait s'articuler avec le risque de guerre mondiale, la crise économique aussi que nous annonce le prophète Jacques Attali pour le mois de juin, de nouvelles attaques biotechnologiques comme celle du Covid avec confinement, des fièvres hémorragiques et suppositoires au graphène pour rester connecté partout.
la prise de pouvoir effarante de la Commission européenne sur tous les États membres depuis le Covid et la guerre en Ukraine, et le réveil potentiel aussi, accessoirement, en France et en Europe, de la totalité des cellules nazies et pseudo-islamistes, puisque elles ont été mises en place, ce n'est peut-être pas pour rien. Donc ce sont des sujets qui sont très fréquemment débattus, mais le défi ici que je voulais vous proposer, c'est de les combiner, puisque ça risque d'arriver peut-être ensemble, enfin à quel rythme. C'est une espèce de quintet plus de l'avenir pour lequel vous pourriez nous donner vos pronostics aujourd'hui. Donc Thierry, Jean-Michel, comment est-ce que tout ça peut s'articuler? Écoutez, je crois on peut quand même, je ne sais pas s'il y aura une guerre mondiale, je ne le pense pas, bien que M. Attali nous prédise pour la fin de l'année, mais il le faisait déjà il y a 20 ans, une super crise économique et financière qui peut arriver. Hein. Il n'y a pas de, il y a aucune crainte à ce propos. Achetez de l'or, achetez de l'or, achetez de l'or, nous disent ceux qui ont un jugement avisé. Ce qu'il faut craindre, c'est ce qui se passera aux États-Unis. Je pense que c'est là-bas que les choses vont se décider, qu'il y a un rapport de force souterrain entre ceux qui veulent la grande réinitialisation par la guerre, le cas échéant, qui la préparent comme ils l'ont préparée depuis 2014. Là, aujourd'hui, on a des aveux circonstanciés. Monsieur Hollande, Madame Merkel, mais pas seulement. Tout le monde le dit aux États-Unis. Il y a un haut responsable militaire qui vient de lâcher qu'effectivement l'entraînement à la guerre et la préparation à la guerre de l'Ukraine, mais ce sont les Russes qui sont évidemment les seuls et uniques coupables, a commencé en 2015. On a commencé à armer, à préparer. Et qui va l'emporter? Des partisans de la guerre générale, en pensant que c'est peut-être la seule façon d'ailleurs de sauver le dollar, de sauver une portion qui ne soit pas congrue de l'hégémonie soviétique, américaine, de l'empire américain, et les autres qui pensent qu'il faut rebattre complètement les cartes et qui nous précipiteront à l'abîme. Alors, il y a la question de Taïwan qui est la question la plus importante. L'Ukraine peut servir de détonateur. Les Chinois répètent à l'envi et à qui veut les entendre qu'ils ne sont pas alliés à la Russie, mais ils sont partenaires et amis même. Alors, il y a des nuances effectivement à introduire. Je ne pense pas que les Chinois veulent engager le bras de fer avec les Américains sur Taïwan dans l'immédiat, mais les choses peuvent se faire, elles peuvent se faire d'elles-mêmes. Un incident, un dérapage peut intervenir, et à ce moment-là, le monde bascule dans une guerre qui ne sera pas forcément nucléaire, mais qui peut être une guerre conventionnelle de très grande envergure. N'oublions pas que il y a aussi, ne parlons pas de la Syrie, certains voudraient rallumer le brasier syrien, mais il y a aussi la Palestine. Il y a un gouvernement quand même très radical, pour ne pas dire extrémique, avec des sionistes fanatiques, des sionistes religieux. C'est une nouvelle hybridation d'ailleurs, parce qu'autrefois les deux domaines étaient peu compatibles, voire incompatibles. Et là, les choses peuvent aussi prendre une extrêmement mauvaise tournure. Alors, moi, je partage cette impression que le monde est instable aujourd'hui et tout peut arriver. Et donc, nous ne savons pas dans quelle direction ça va se diriger. Mais il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui permettent d'éliminer des hypothèses. Par exemple, concernant Taïwan, il est évident que la population de Taïwan n'est pas du tout l'opposé de la population de la Chine populaire, contrairement à ce qu'on nous raconte. Récemment, l'ancien président de Taïwan, et qui est également l'ancien président du Kuomintang, du parti de Chiang Kai-shek, est allé faire un voyage en Chine. Tout s'est bien passé pour lui. Et simultanément, l'armée taïwanaise, dont certains chefs disent des horreurs à propos de la Chine populaire, l'armée taïwanaise a envoyé ses missiles à moyenne portée
en Chine pour être réparés, en Chine populaire pour être réparés. Donc s'ils étaient au bord de la guerre, ça ne se ferait pas. Et il y a des échanges, Thierry, tu le sais comme moi, des échanges de touristes par Oui, centaines, oui. voire par millions, de la Chine continentale vers Formose, de Formose vers. Je suis vieux jeu, hein, je parle pas. Formose. Et donc, le problème est exacerbé à l'extérieur. Parce qu'en arrière-plan, et je te rends tout de suite la parole, en arrière-plan pour les États-Unis, qui fonctionnent avec la vieille ultra grande géostratégie géopolitique à la Mackinder, l'espace continental, Russie, Chine, aujourd'hui est encerclé par les îles. Que ce soit le Japon, que ce soit Taïwan, que ce soit la Malaisie, les Philippines surtout, etc. C'est l'espace océanique qui enserre le grand espace de la grande masse continentale. Voilà. Mais je pense que c'est une théorie maintenant qui doit commencer à être un peu usée ou usagée, parce que les missiles balistiques et les missiles hypervéloces, hypersoniques, changent la donne. On a vu Emmanuel Macron aussi endosser un rôle un peu particulier de pacificateur, hein, de l'Occident lors de son dernier voyage en Chine. Oui, enfin, il nous ridiculise à chaque pas et à chaque seconde. Oui, ça, on est d'accord. On est d'accord. Non, moi, je ne sais pas si le président Macron était sincère quand il a dit qu'il voulait se situer à mi-chemin entre les uns et les autres, être indépendant. D'ailleurs, je ne sais même pas si le mot sincérité a un sens pour Emmanuel Macron, mais je voudrais revenir sur les choses précédentes qui ont été évoquées par Jean-Michel. Bon, il y a d'autres sources de conflits dans le monde. Il est clair que le gouvernement actuel en Israël n'a aucun rapport avec les gouvernements qui l'ont précédé. Actuellement, on assiste à un véritable coup d'État en Israël. C'est pas moi qui emploie ces mots, hein. C'est une très grande partie, la majorité du personnel politique emploie le terme de coup d'État en Israël, hein. Et ce coup d'État, ça on le sait beaucoup moins, est organisé par les gens qui ont également organisé la guerre en Ukraine, qui ont organisé toutes sortes de guerres en fait depuis une trentaine d'années, puisqu'on sait que c'est un Straussien très important, Elliot Abrams, qui est derrière ce qui se passe actuellement en Israël. Là encore, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous trouverez une très longue enquête dans Haaretz sur ce sujet. Moi, je tire juste les conclusions parce que Haaretz remarque que c'est Elliot Abrams qui, depuis les États-Unis, dirige les opérations, mais moi, je conclus simplement parce que Elliot Abrams, je l'ai vu au cours des 30 années précédentes dans toutes sortes de conflits. Je sais ce qu'il représente aux États-Unis. Donc, cette faction militariste sème le désordre encore ailleurs. Et ce qui se Cette passe. faction militariste, Thierry, qui ne sont pas forcément les militaires. Oui, qui ne sont pas du tout les militaires. Les militaires sont plutôt freinent autant qu'ils le peuvent. Absolument, absolument. Donc, je veux dire, cette faction que je qualifie de militariste en précisant que ce ne sont pas des militaires, crée d'autres problèmes ailleurs. Ce qui vient de se passer au Soudan n'est pas l'effet du hasard. Hein, au Soudan, le conflit, c'est un vieux conflit en fait, hein, entre les gens du Darfour et les gens de Khartoum. Bon. Mais la résurgence de ce conflit a été voulue par le même groupe de personnes aux États-Unis, bon, qui là sont intervenus grâce au représentant spécial des Nations Unies sur place, M. Volker Perthes, que j'avais vu en Syrie, où il a été un des organisateurs de la guerre. Je n'ai rien à ajouter. Oui.
voulez qu'on reparle peut-être de l'US Army qui, en plus, ne parvient plus à recruter, même en révisant ses critères de genre et de poids pour intégrer dans ses rangs les candidats qui sont les moins ravagés par l'obésité ou la pose de très grosses prothèses mammaires. Et puis il y a toutes ces coïncidences en US de soldats qui semblent s'être donné mot pour faire des myocardites, des attaques et des cancers en même temps. Il y en a vraiment un nombre de plus en plus conséquent. Puis l'ami imaginaire de Joe Biden qui nous a présenté la semaine dernière à Belfast et qui aime tellement lui sauter sur les épaules qu'il pourrait malencontreusement glisser sur le gros bouton rouge. Alors bon, vous dites que effectivement, beaucoup de pays ne veulent absolument pas cette troisième guerre mondiale, mais quelle est la réalité de cette petite faction qui, comme en 40, j'ai envie de dire, après cette crise de 29, la voulait à tout prix? Et s'il y a une troisième guerre, à quoi seront bons les USA dans l'état dans lequel ils sont? Vous savez, vous avez deux plateaux d'une bascule. Il suffit parfois d'un poids tout à fait infime pour la faire pencher dans un sens ou dans l'autre. C'est toujours le risque d'accident. Rien de miraculeux. L'histoire est faite aussi de hasards qui détruisent des équilibres qui sont pas obligatoirement précaires, mais qui deviennent à un moment donné X. Voilà. Et il y a des gens qui veulent réellement la guerre. Il y a des gens qui sont des maboules. Hein, nous sommes dirigés aussi par des psychopathes. On s'en rend compte tous les jours, aussi bien chez nous d'ailleurs. Et ce qui m'effraie un peu, c'est cette haine rabique à l'égard de la Russie. Justement, on vient de traiter le président Poutine, c'est à Washington, je ne sais plus quel sous-secrétaire d'État ou pas secrétaire, parce que là, on parle des affaires étrangères, mais quel grossium de l'administration américaine qui vient de traiter le président Poutine de brute. Mais enfin, ça semble un peu inapproprié, pour ne pas dire totalement déplacé. Quand on sait qu'à un moment ou à un autre, on sera obligé de négocier, on ne coupe pas les ponts derrière soi, on ne traite pas les gens de brutes, on ne les insulte pas. Il l'avait fait autrefois, Thierry peut en témoigner largement. On avait un ministre des Affaires étrangères extrêmement affûté qui traitait, c'était M. Fabius, qui traitait le président Bachar el-Assad de boucher. Alors j'entendais sur Elsion, on disait oui, mais c'était vrai, mais il fallait pas le dire. Vrai, il faudrait encore le prouver. Tous ces gens fonctionnent en boucle dans un univers mental extrêmement bouché à l'émery, hermétique, et n'ouvre jamais les yeux. D'ailleurs, pour revenir juste un mot sur Taïwan, les Américains livrent une guerre terrible actuellement à la Chine, qui est la guerre des semi-conducteurs. On a retiré les Américains, on n'en parle pas beaucoup, mais on a retiré tous leurs ingénieurs, tous leurs équipements, tous les laboratoires de recherche qui étaient présents en Chine, pour priver la Chine de ces fameux semi-conducteurs qui sont par ailleurs produits à Taïwan. Donc, en fait, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, toute la planète est tenue par ces semi-conducteurs. On n'existerait pas sans eux aujourd'hui. Et c'est pourquoi, moi personnellement, comme Thierry, je ne crois guère à un conflit ouvert sur Taïwan. Taïwan reviendra à la Chine. Il suffit de patienter. Je crois que les Chinois ont suffisamment d'expérience, une expérience trimillénaire pour attendre le moment opportun. Je vais revenir sur la question militaire. Bon, pour faire la guerre, il faut une armée. Et là, le clan qui souhaite la guerre aux États-Unis n'a pas cette armée. Vous savez, l'armée des États-Unis, elle a été démobilisée au moment de la dissolution de l'Union soviétique. George Bush, le père, avait alors démobilisé 1 million d'hommes. Donc après, on a fait plusieurs guerres, on a recruté à nouveau, et maintenant, on n'y arrive plus. Il manque environ un tiers des postes à pourvoir ne le sont plus parce qu'il n'y a plus de personnel. Mais la recherche-développement de l'armée des États-Unis s'est arrêtée avec la dissolution de l'Union soviétique. Ils n'ont jamais rien inventé depuis et ils continuent à produire les mêmes armes. Donc, ce sont des armes qui ont 30 ans de retard. Et vous savez, l'exemple, c'est le
leur fameux F-35, là, cet avion merveilleux qui peut tout faire, en fait, ça marche pas. Voilà, bon, ils ont fait un avion, mais ils l'ont vendu avec toutes sortes de caractéristiques, mais ce qui est marqué sur le papier est absent de la réalité. Et l'armée des États-Unis reconstruit des F-16 parce qu'elle n'a pas confiance dans les F-35 qu'elle a elle-même acquis. Donc, alors que l'armée des États-Unis s'effondre, nous voyons en France que les armées ont le même type de problème. Hein. Vous savez qu'un tiers des engagés volontaires ne terminent pas leur contrat. Donc, c'est-à-dire que les armées occidentales, ça n'existe plus. Et dans le même temps, nous avons la Russie qui a complètement renouvelé ses armées, son matériel militaire. Ils ont des armes absolument incroyables, bon, qu'ils ont expérimenté en Syrie. C'est tellement impressionnant ce qu'ils ont fait là-bas par rapport à ce que font les Occidentaux que... Thierry, tu parles notamment des brouillages électromagnétiques. Les brouillages, c'est incroyable, les Qui brouillages. peuvent Voilà. empêcher qui peuvent brouiller les communications entre navires, mais également les envois de missiles. Oui. Donc, voilà, ils ont des armes fabuleuses. Ils ont bon, des missiles extrêmement rapides, bon, qui dépassent tous les systèmes occidentaux de très très loin. Bon. Et ils ont amené ils ont licencié d'abord quasiment tous les anciens officiers de l'armée rouge. Ils les ont remplacés par des jeunes qui ont tous été formés pendant 6 mois en Syrie. Il y avait un roulement permanent de leur armée en Syrie. Donc, ils ont des gens compétents maintenant. Donc, qui ont Si subi on regarde... l'épreuve du feu. Pardon ? Qui ont subi l'épreuve du feu. Absolument. Et ils ont tous subi l'épreuve du feu. C'est-à-dire, on ne s'est pas contenté d'envoyer des forces spéciales. Tout le monde a participé à la rotation. Et en Chine, il y a une qualité du personnel militaire qui est sans équivalent à ce qui se passe même en Russie. Hein, parce qu'en Chine, être engagé dans l'armée, ça ouvre tout un tas d'avantages dans la société pendant toute la vie. Donc, tout le monde est mobilisable, mais très peu vont faire leur service militaire. Et ceux qui vont faire leur service militaire, c'est l'élite de l'élite. Et là, la semaine dernière, le président Xi a décidé d'augmenter encore, de rehausser encore le niveau du recrutement. Ils ont l'armée avec le personnel le plus intelligent du monde. Donc, s'il devait y avoir une guerre, c'est évident que la Russie et la Chine la gagneraient très vite. Voilà. Donc, ça limite un peu l'agressivité des partisans de la guerre aux États-Unis, mais ça leur permet de faire des guerres dans lesquelles ils épuisent leurs alliés, mais où ils ne combattent pas leurs rivaux. Il y a aussi la Corée du Nord qui a ouvert le mois dernier une vague de conscription énorme avec 25 millions d'habitants, il y en a déjà 800 000 qui sont mobilisés. Si on parle de conscription, vous ouvrez votre télévision et vous voyez, il y a des publicités, des annonces en permanence pour engagez-vous pour l'esprit d'équipe, pour la loyauté du travail. Curieusement, d'ailleurs, il faut bien le souligner, jamais on ne parle de la France, de la patrie, de la nation, jamais. On s'engage pour des valeurs, je ne sais pas très bien quelles sont ces valeurs, pour une forme d'excellence. Les publicités sont extrêmement bien faites, mais il est vrai qu'on ne se bouscule pas au portillon. Pour les États-Unis, on le savait à la fin de la guerre d'Irak en 2003, c'était surtout des gens à qui on promettait la green card, la carte verte, qui ouvrait la possibilité à un long séjour aux États-Unis. Je ne parle pas de l'acquisition de la nationalité américaine. Ça, c'est encore autre chose.
mais on leur donnait la green card. Alors souvent, ils revenaient dans leur cercueil avec la green card sur le ventre ou pas. Enfin, je plaisante, j'ai l'air de plaisanter. Tout cela était fort triste. Quant à nous, je ne sais pas, on risquerait d'avoir des surprises, sachant que, par exemple, la Tunisie veut rejoindre les BRICS, les BRICS, les BRICS, que l'Algérie est aujourd'hui assez proche de la Russie. Si demain matin il y avait véritablement un conflit, alors que nous avons beaucoup de nos jeunes qui sont de la dernière génération de l'immigration, quel serait leur comportement dans des armées pour des combats douteux, qui ne seraient certainement pas les miens. Mais eux, encore plus. Donc on peut se poser la question sur l'état de délabrement, comme le soulignait Thierry, de nos armées occidentales. S'il y en a une qui monte en puissance, c'est l'armée polonaise, qui vient des États-Unis. Oui, mais avec un personnel qui n'est pas du tout à la hauteur. Oui. Et l'Allemagne qui vient d'annoncer qu'elle ne serait pas prête aussi. J'ai été testé sur place, mais... Et vous parliez de valeurs, Jean-Michel. Au niveau valeurs, le Japon est pas mal en ce moment avec le nouveau Premier ministre japonais, Fumio Kishida, qui s'est rendu donc en Ukraine pour carrément acter la résurrection de l'alliance de son pays à des nazis, notamment à Boutcha. Oui, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Oui. Pauvre Japon. Est-ce que vous pensez que son prédécesseur Shinzo Abe a pu être assassiné justement parce qu'il s'opposait à cela, sachant que d'aucuns font déjà le lien entre Fukushima et l'entêtement japonais à refuser de modifier leur constitution pacifique à l'époque? Non, pas du tout. Hein. Fukushima marche sur les pas de Shinzo Abe. Et tous les deux viennent ils étaient dans le même groupe. Hein. C'est un groupe qui a été formé par un criminel de guerre très connu qui a été recyclé par les États-Unis. Et le père de Shinzo Abe lui-même était un criminel de guerre. Et le père de M. Mishima est certainement également un criminel de guerre. Donc, ce petit groupe était jadis, enfin leurs parents et leurs grands-parents étaient jadis les alliés des parents et des grands-parents des nationalistes intégraux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Ukraine. Donc la visite du Premier ministre japonais à Kiev, c'est la redite de l'axe, en fait. L'alliance qui s'était faite entre les fascistes, les nazis et les militaristes japonais se reproduit. Sauf qu'aujourd'hui, les descendants de des gens qui pensent de cette manière sont au pouvoir au département d'État aux États-Unis. Oui, j'aime bien ce que dit quand il parle des gens du bataillon d'Azov, de Pravi Sector et compagnie. Il ne dit pas les ukro-nazis, notre ami Thierry, il parle de nationalistes radicaux. Intégraux. C'est comme ça qu'ils se définissent, c'est tout. C'est une bonne formule parce qu'on ne transpose pas ce qui était à une époque dans une autre. Et je suis toujours gêné par ces analogies qui sont, à mon avis, un peu boiteuses. Il est vrai que les États-Unis n'ont aucune, alors je ne sais pas s'ils ont le sens des valeurs, mais ce sont des pragmatistes, des pragmatiques, et ils font feu de tout bois, ils prennent ces gens. On sait aujourd'hui que les nationalistes intégraux de Thierry ont été entraînés tout de suite par les forces de l'OTAN au lendemain de la révolution, enfin, c'est pas une révolution, du coup d'État du Maïdan. Donc, ils les ont tout de suite pris en main. Apparemment, les troupes bandéristes ne les gênaient pas. De même que ces troupes bandéristes ne sont pas gênées par avoir été financées, avoir été cornaquées, parrainées par des oligarques juifs.
ça ne gênait personne. Donc, vous voyez, on est dans un univers de confusion mentale, de confusion politique, idéologique, qui dépasse l'entendement. Je pense qu'il faudra peut-être refaire un peu le tri dans tout ça pour essayer, a posteriori, rétrospectivement, de comprendre ce que nous avons eu sous les yeux. Non, j'emploie le terme nationalistes intégraux parce que c'est de cette manière-là que ces gens se définissent. Dans les reportages occidentaux, quand on leur demandait s'ils étaient nazis, ils répondaient non, nous sommes nationalistes. Mais ça n'est pas le même nationalisme que celui de Charles de Gaulle. C'est le nationalisme de Philippe Pétain. C'est pas pareil. Pauvre Pétain, ne surchargez pas la barre. Tous les deux avaient une certaine conception du nationalisme. Le terme nationalisme intégral vient de France. Pétain a été le parrain de Philippe de Gaulle. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc les deux hommes étaient quand même assez proches. Ils étaient très proches, il n'y a aucun doute, ils étaient très très proches, mais ils n'avaient pas la même conception du nationalisme. Et les nationalismes intégraux en Ukraine, c'est un mouvement qui s'est composé juste avant et surtout pendant la Première Guerre mondiale, pas la Deuxième, la Première Guerre mondiale, autour d'un penseur particulier qui, au début, disait « nous devons être pour les Allemands parce que nous sommes contre les Russes ». C'est son principe à lui, hein, et que l'Europe centrale a toujours été sous l'influence de ces deux nations. Donc lui, il choisissait l'Allemagne contre la Russie. Alors, il a soutenu l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, mais manque de chance, elle a perdu. Mais il a continué à soutenir l'Allemagne. Et ce monsieur monsieur Donsov, il est directement entré au service du nazisme. Ça lui paraissait évident. Et son bras droit, c'était Bandera. On parle des bandéristes. Hein. Son bras droit, c'était Bandera, qui était chargé des actions, alors que Donsov se chargeait exclusivement de la pensée et refusait d'avoir des... Il a refusé d'être président de l'Ukraine. Hein. Ce qu'il voulait, c'était penser cette révolution. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, cet homme, personne ne le sait, mais c'est extrêmement important, cet homme est devenu un des administrateurs de l'institut qui, à Prague, était chargé de coordonner dans toute l'Europe la solution finale. Donc, c'est un des principaux criminels de la Deuxième Guerre mondiale, cet homme-là. Il faut quand même s'en rendre compte. Même si on n'a pas aujourd'hui les archives de cet institut, mais on sait le rôle qu'il y a joué. Bon. Alors, après Bandera, après la Deuxième Guerre mondiale, bon, lui, il est mort à ce moment-là, mais après la Deuxième Guerre mondiale, Bandera est devenu un agent de la CIA. Il s'est installé à Munich, et depuis Munich, il a tenu les émissions en langue ukrainienne de la radio de la CIA, Radio Free Europe. Hein. Et il a fait toutes sortes de voyages en Europe et en Amérique du Nord. Particulièrement, il est allé au Canada, où il y a une très importante communauté ukrainienne. Et là, au Canada, cette communauté ukrainienne, c'est celle qui a donné l'actuelle vice-présidente de l'Ukraine, Madame Freeland, qui est candidate au secrétariat général de l'OTAN. Et donc, Madame Freeland, c'est une nationaliste intégrale. C'est pas simplement la fille d'un immigré ukrainien. Elle a travaillé pour l'organisation de Bandera quand elle était jeune. Donc, l'OTAN et les nationalistes intégraux ukrainiens travaillent ensemble depuis très longtemps. Au début, c'était contre les soviétiques, maintenant c'est contre les Russes.
ils ne font pas la différence. Même si on veut bien s'arrêter un instant, la Russie et l'Union soviétique, c'est deux États totalement différents. Et la plupart des dirigeants soviétiques n'étaient pas russes. Bon, mais ils sont toujours dans cette perspective. Et ceux qui ont perpétré les grandes famines, d'ailleurs pas seulement en Ukraine, le fameux Holodomor dans les années 30, mais il y avait eu d'autres famines au début, avant et après la mort de Lénine en 1923, je crois. Ou 24, 23, ce n'étaient pas les Russes qui ont dirigé ces famines. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu l'échec de la République des Soviets, de Bélan Kun en Hongrie, qui était brève mais extrêmement sanglante, Bélan Kun est devenu le proconsul de l'Ukraine, où il a continué ses exploits sanguinaires. Voilà, nous en passerons une meilleure. Donc cette haine pourrait, de la part des Ukrainiens, pourrait se comprendre à l'égard du régime soviétique et de ceux qui ont porté l'affaire et la mort chez eux. Enfin, on a affamé, on a dit qu'il n'y avait pas de but de génocide, mais enfin, quand on ramasse les récoltes, c'est ce qu'a fait Staline, on confisque les récoltes pour pouvoir exporter le blé, pour pouvoir financer, à la fois nourrir les villes et financer l'effort d'armement. Parce que la pauvre Russie soviétique a été agressée après la fin, plutôt la rupture du pacte Molotov-Ribbentrop, mais enfin, Staline a réindustrialisé la Russie, on en a des témoignages, c'est écrit, à partir du premier du premier plan quinquennal, c'était dans un but profondément militaire. Staline préparait la guerre. D'ailleurs, on a toujours opposé Staline et Trotsky en disant que Trotsky voulait la révolution mondiale et que Staline voulait la révolution dans un seul pays. Oui, non, il voulait se servir de l'Union soviétique comme tremplin. Et l'idée de révolution mondiale, ils ne l'ont jamais abandonnée, mais la preuve en est, c'est que le Comintern a été actif jusque dans les années 50. Comintern, c'était l'organisme qui était destiné à diffuser la révolution à travers la planète. Je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport au rôle de Staline. Bon, Staline est vu en Europe occidentale comme un personnage absolument abominable, mais les Russes, au contraire, disent que c'est quelqu'un qui a sauvé leur pays. Donc, probablement, notre vision est déformée. Il faut se rendre compte que lorsqu'il y a eu la révolution dans l'Empire tsariste, ça a été beaucoup plus grave que la révolution en France, parce qu'il y avait encore le servage dans l'Empire tsariste. Mais non, pardonne-moi Thierry, il avait été aboli. Oui, je sais, quelques années auparavant. 3 semaines après l'abolition du servage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le pays vivait dans la rancœur de cette oppression. C'est quelque chose dont nous ne nous rendons pas compte, mais qui n'est pas comparable à ce qu'on a connu avec la Révolution française. Et pourtant, la Révolution française, ça a donné toutes sortes de massacres qui ont continué jusqu'à la Commune de Paris. Donc, pendant 80 ans, on a eu une succession de massacres en France. Et ce que l'on reproche à Staline doit être compris dans ce cadre. Et là, on verra que Staline a, contrairement à ce que l'on croit, a joué un rôle temporisateur. Il a certes signé des ordres terribles d'aller massacrer des gens ici ou là, mais il a toujours demandé moins que ce que l'on exigeait de lui. Donc, voilà, pour moi, c'est ce qui explique
que les Russes aient une bonne opinion de lui aujourd'hui. Alors Thierry, tu as parfaitement raison. On met tout sur le dos de le goulag, la Colima, sur le dos de Staline, c'est la vérité. Mais les camps de concentration ont été inventés par Lénine. C'est lui qui a commencé les grandes déportations, la grande famine, le massacre des paysans qu'on a gazé. C'était Trotsky qui était le patron de l'armée rouge à Tambo. Et à Tambo, il y avait des jacqueries, comme il y en a eu en France au moment de la Révolution, il y avait des jacqueries par centaines, voire par milliers, à travers tout le territoire de l'Union soviétique à ce moment-là. Toutes ont été écrasées dans le sang. On se souviendra aussi des marins de Kronstadt qui ont été exterminés jusqu'au dernier et leurs familles déportées. Ils avaient eu le malheur de se révolter, ils voulaient la social-démocratie, alors que c'était gelé autour d'eux. Et donc, les troupes trotskistes ont pu arriver jusqu'à l'île de Kronstadt et tuer tout le monde. Et juste pour dire aussi que dès le début de la révolution russe, enfin dès 1918, les États-Unis ont envoyé des troupes en Russie pour soutenir les tsaristes contre les communistes. Donc ça n'apparaît sur pas grand-chose, mais il y a quand même des livres sur le sujet. Mais tout ça pour dire que l'opposition entre la Russie et les États-Unis, c'est quelque chose qui va bien au-delà des différents régimes politiques. C'est quelque chose qui renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur leur conception géostratégique. Non, mais c'est définitif, c'est acquis. La Russie soviétique n'est pas la Russie d'aujourd'hui. Bon, ce sont deux mondes différents. Alors, dans le contexte européen, que vous inspire du coup la possibilité d'une nomination d'Ursula von der Leyen au commandement de l'OTAN? Vous n'auriez pas. Elle est candidate pour l'OTAN en 2024, alors qu'elle transforme déjà l'Union européenne en machine à guerroyer et à injecter, puisqu'on voit quand même, voilà, on voit la tournure des événements. Vous parliez de goulag, de la Russie, la Chine ont encore réitéré leur demande insistante d'éclaircissement sur les activités dans les biolabs ukrainiens, les activités américaines dans les biolabs ukrainiens. On parle des biolabs taïwanais aussi. J'ai vu des gens qui faisaient des rapprochements entre le fait qu'il y ait des biolabs US en Ukraine et d'autres à Taïwan. Vers quoi on va à ce niveau-là? Et qu'est-ce que ça vous inspire, donc, Ursula von der Leyen à la tête de l'OTAN? Méchamment, j'appelle Madame... je l'appelle Madame von der Leyen. Vous parlez du Covid tout à l'heure. Non, mais c'est une plaisanterie, un jeu de mots assez stupide. Cette femme qui ne représente rien, enfin, à ma connaissance, elle n'est pas présidente de l'Europe. Hein. Elle se comporte comme un petit despote, un petit go-later. Elle représente l'Allemagne. En fait, c'est l'Allemagne qui dirige cette malheureuse Union européenne. J'ai dit l'Europe, c'est un lapsus lingué, un fourchage de langue, parce que l'Europe n'existe. L'Europe, telle que nous pourrions l'arriver, l'imaginer, l'Europe des peuples, des nations, n'existe évidemment pas. Hein. C'est un machin, c'est une sorte de blob qui grossit, qui veut englober, comme l'a dit le patron de l'OTAN, l'Ukraine fait naturellement partie de l'Europe. Oui, pourquoi pas pourquoi pas? Mais en attendant, il faudrait déjà que l'Europe, en tant que telle, en tant qu'entité au moins confédérale, exista, ce qui n'est pas le cas. Alors maintenant, c'est une plaisanterie, une sinistre plaisanterie, cette idée, mais ils sont capables de tout. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ils sont quand même à court de personnel politique. Plus on avance, plus ça va, et plus ce personnel politique est d'une remarquable médiocrité. On le voit en France. Alors on a quand même de bons petits soldats qui sont ce qu'on aurait appelé autrefois des grands commis de l'État, qui sont de bons petits techniciens. On a quelques jolis minois parmi nos petites ministresses. Mais on n'a pas de toute façon, M. Macron pense qu'il fait tout, qu'il monopolise tout. Alors, on peut parler d'autocratie en ce qui ne concerne pas de royauté. Pauvre petit roi. Ouais. Les rois, c'était quand même autre chose. Et
Et donc, elle fera peut-être venir à l'OMS son copain, Monsieur Bourla, l'homme à qui elle a acheté pour 70 milliards de doses de vaccins, dont on ne connaît pas encore tout à fait les effets délétères, hein, mais ça commence à se préciser. Je crois qu'en Espagne, les archives du ministère de la Santé espagnol ont brûlé, d'ailleurs. Hein, il faut effacer les traces. On détruit, on brûle, mais chez nous, on a Monsieur Salomon qui vient de rejoindre Madame Buzyn à l'OMS. On les case, on les planque, on les met à l'abri. Madame Buzyn avait eu, je ne sais que la Grand Croix, je ne sais pas quoi, de la Légion d'honneur. Je ne sais pas ce qu'on va donner à Monsieur Salomon, mais tout ça, c'est une mauvaise farce. On prend toujours les mêmes, on recommence, on les place ici, on les place là. Mais je crois qu'ils sont à court de ressources en matière en matière de ressources humaines, justement. Ce personnel politique est à bout de souffle. Thierry, j'aimerais beaucoup t'entendre à propos de cette problématique de prochaines pandémies, de prochaines attaques bactériologiques, biologiques. Je vais d'abord faire entrer Eric Montana qui voulait nous rejoindre. Eric? Ouais, qui voulait, pas plus que ça. Je vous écoutais avec attention, c'est plus reposant. Non, il y a un ou deux points sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Mais Thierry, tu veux peut-être répondre à la question d'Émilie d'abord? Non, je t'écoute. Bon, moi, je ne suis pas un expert en matière de géopolitique, mais je vois quand même l'avenir de l'Ukraine de manière assez sombre. On constate que les Américains, les Occidentaux tapent sur un tambour et menacent, sanctions, et on constate que Poutine continue son petit bout de chemin tranquillement, sans se préoccuper de ce que peut penser le monde occidental. Alors, quand je lis Bernard-Henri Lévy, j'ai l'impression qu'on ne vit pas la même réalité, parce que lui prétend que l'armée ukrainienne est en train de gagner des victoires, que la Russie est en train de prendre des leçons, et il a l'air particulièrement optimiste. Moi, je constate qu'en l'espace d'un an, la Russie s'est emparée de 20% du territoire ukrainien, ce qui n'est quand même pas rien, et sans forcer, sans mobiliser d'énormes moyens. Qu'est-ce que ce serait si la Russie avait mobilisé d'énormes moyens? Mais pour revenir au début de ma question, moi, je vois l'avenir de l'Ukraine de manière assez sombre, parce que les Roumains en revendiquent un bout, les Polonais en revendiquent un bout, et au fond, Poutine pourrait... aussi. Ouais, et les Hongrois aussi. Poutine pourrait parfaitement dire, bon, ben écoutez, voilà, je vous en donne à chacun un bout, et puis le reste, je le prends, et il n'y a plus d'État d'Ukraine. Est-ce que c'est un scénario fantaisiste ou ça peut être une possibilité? C'est la possibilité principale. D'abord, il faut se rendre compte que les Russes n'ont jamais voulu annexer l'Ukraine, contrairement à ce qu'on nous raconte. Dès le premier jour, le président Poutine avait dit « Nous allons défendre le Donbass, point final ». Et comme il y a eu les contre-offensives de Kiev contre le Donbass avec l'aide de l'OTAN, alors il a commencé à prendre la Novorossiya, qu'il n'a pas terminé de prendre, puisqu'il lui reste à prendre Odessa. Non, il a pris la Novorossiya, le sud du pays, et il va continuer jusqu'à faire la jonction avec la Transnistrie, qui est une vallée. Vous savez, cette région, c'est une immense plaine. Et il y a un seul endroit où il y a des montagnes et une petite vallée. Donc là, c'est la Transnistrie. Et donc, tant qu'il n'aura pas fait cette jonction, je pense que le combat continuera. Mais après ça, que restera-t-il de l'Ukraine?
de petits territoires à se partager. Peut-être que la Galicie sera annexée par la Pologne. Voilà, bon. Apparemment, les Polonais s'y préparent. Hein. C'est pas vraiment un mystère. Et ce qui restera de l'État ukrainien, ça sera quelques grandes plaines au centre et au nord du pays. Voilà. Des plaines à blé qui sont en fait la propriété de BlackRock, de Vanguard, les grands fonds de pension américains qui possèdent plus 20-25% des terres agricoles richissimes du tchernosium ukrainien. Voilà. Qui inondent actuellement les marchés européens avec leurs graines et leurs poulets. Actuellement, justement, on récupère énormément de poulets et de grains ukrainiens. Actuellement, la Pologne et la Hongrie, on peut savoir qu'elles n'en voulaient plus, mais on se retrouve inondé par ces produits. Les Polonais n'en peuvent plus parce que les cours se sont effondrés, puisque au lieu, on nous a dit que le blé ukrainien devait partir vers l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, mais en fait, ça va en Pologne et c'est exporté en majeure partie vers l'Europe. Oui. Si l'Ukraine disparaît demain, le problème n'est pas réglé avec la Finlande qui va intégrer l'OTAN. D'ailleurs, je voulais vous demander à ce propos pourquoi la Hongrie et la Turquie ont accepté cette intégration. Est-ce qu'il y a eu des marchés, des choses qui nous auraient échappé derrière? Oui, ça nous a pas échappé. Alors les termes, c'est du donnant-donnant. La Turquie, on lui a fait, je ne sais plus quelle concession sur les Kurdes ou autre chose. Je l'ai su, je l'ai oublié. Thierry va y répondre, mais c'était un marchandage assez serré. Et encore une fois, la Turquie n'est plus en odeur de sainteté actuellement. Hein, la situation se dégrade. Thierry peut peut-être nous dire. Oui. Alors, bon, pour la Finlande, c'est simple. Hein, ils ont demandé aux dirigeants kurdes qui étaient chez eux de partir ou de se taire. Bon, oui, c'est ça, mais ils ne les ont pas extradés comme demandé la Turquie. Pour ce qui est de la Turquie, il va y avoir des élections présidentielles dans 3 semaines. Et le président Erdogan est en train de changer son fusil d'épaule parce qu'il est donné perdant par tous les sondages. Donc, soudain, il abandonne ses prétentions islamistes et il désigne l'ennemi, ce sont les États-Unis. Son ministre de l'Intérieur vient de dire que le monde entier détestait les États-Unis. Hein. C'est quand même pas. Oui, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Oui. Et Vladimir Poutine arrive jeudi en plus dans le pays pour inaugurer une centrale nucléaire. L'opinion publique en Turquie est très nationaliste et elle a évidemment très mal vécu que le coup d'État de 2016 ait été organisé par les États-Unis. Mais sur ce terreau, s'est répandue une question qui est de savoir si le tremblement de terre qui a eu lieu était ou non provoqué. Vous savez que c'est techniquement possible. Hein. Donc, il se trouve que les ambassadeurs occidentaux, dont l'ambassadeur des États-Unis, ont quitté le pays dans les 48 heures précédant le tremblement de terre. Donc, ça donne l'impression que... Et oui, c'est pour le moins troublant. Et les États-Unis ont été, je ne dis pas le dernier, mais très en retard pour apporter des secours quand il y a eu le tremblement de terre. Donc, l'opinion publique est violemment anti-américaine. Violemment anti-américaine. Alors, ce mouvement s'est constitué tout au long des années. Hein. C'est pas Erdogan qui a provoqué ça, mais maintenant, ça arrive à un paroxysme. Donc, la campagne électorale, d'un côté, vous avez le chef de l'opposition qui essaye de dire qu'il veut revenir à un système laïque et arrêter avec l'islamisme d'Erdogan. Et de l'autre côté, vous avez Erdogan qui dit islamiste, moi, pas du tout, et qui est parti dans des attaques contre les États-Unis et contre l'OTAN. Et vous savez qu'il se rapproche au même moment de l'Organisation de coopération de Shanghai.
Donc, si Erdogan est élu, alors est réélu, là il y aura un renversement, hein, c'est clair. Et Thierry, une question, que Oui. va devenir l'Arménie là-dedans? Parce que le Haut-Karabakh est coupé le cordon ombilical est coupé avec l'Arménie, et que l'Arménie est quand même ces 3 millions d'habitants, mais totalement démunis, et qui ont tourné Oui. le dos à la Russie et qui ont tenté de se rapprocher de l'Occident, qui est coincé entre la Turquie et l'Azerbaïdjan qui nous vend du pétrole, du gaz, je ne sais pas très bien ce qu'ils nous vendent, toutes sortes de choses, qui reçoivent d'ailleurs des drones de combat vendus par Israël. Qu'est-ce que ce merdier va donner là? Moi, je crois que le sort de l'Arménie s'est joué il y a déjà quelques années, lorsqu'il y a eu cette révolution de couleur en Arménie. Alors, le peuple arménien était très content de mettre à la porte des dirigeants politiques qui se servaient dans la caisse, et il ne s'est pas rendu compte qu'il mettait au pouvoir un des hommes de George Soros. Donc, en fait, il a perdu au change, et depuis ce moment-là, il, il, il prend la mauvaise direction. Il a perdu la guerre contre l'Azerbaïdjan. Ça vient directement de cette chose-là, parce que euh, Soros voulait qu'il perde la guerre, donc c'est fait. Et, et là, il risque, à mon avis, de perdre encore. Bon, pauvres Arméniens. Oui, c'est vraiment une erreur politique du peuple arménien dans son ensemble. Oui. Et rendons-nous compte que nous pouvons tous commettre des erreurs comme celle-là, hein, parce que aujourd'hui, vous avez en France des gens qui... La France a bien élu Macron, excuse-moi Oui, Thierry. exactement, 2 fois. exactement. On a élu Macron, où on peut, je sais pas, vous savez il y a 3 semaines, le Parti communiste français a organisé au Sénat la réception des mercenaires kurdes en uniforme de combat. Voyez. Et le Parti communiste français a envoyé le vice-président du Sénat, Pierre Laurent, illégalement en Syrie. Il est arrivé dans les camions de l'OTAN au nord de la Syrie. Donc, quand vous avez des gens qui vous disent on est communiste, mais qui se font véhiculer par l'OTAN pour aller soutenir des mercenaires des États-Unis, il y a quelque chose qui prête à confusion. Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la politique, c'est très souvent des gens qui mentent sur qui ils sont. Et il est facile de se tromper avec ces gens-là. Voilà. Oui, il leur est facile de nous tromper avec ces gens-là, parce que moi, je fais partie, par exemple, de ceux qui doutent de la sincérité des scrutins de 2017 et 2022. On est un certain nombre de journalistes à se poser des questions, parce que dans la Ve République, et même avant, hein, on n'a jamais vu un président qui gouverne par la matraque et la violence être réélu à 58%. C'est une aberration qui n'a pas de logique. Et Eric, il y a quelque chose qui ne fait pas le tour, hein. Je sais que Dominion a gagné son procès contre Fox News, mais enfin bon, les votes électroniques, il y a encore un truc qui ne se comprend pas, et qui, je crois, ne peut pas se comprendre autrement que par l'hypothèse de la fraude. Bon, voilà, Oui. parce que j'avais peur de sombrer dans une nouvelle crise de complotisme, hein. Chez moi, c'est chronique, mais quand même, il y a un certain nombre... D'hypothèses. Voilà. De toute façon, Thierry, Jean-Michel, vous pensez bien, vous êtes d'accord sur le fait que Macron montre clairement, il envoie clairement un message avec toutes ces violences policières, qui est qu'aujourd'hui, on ne peut plus contester les décisions du pouvoir. Enfin, le message, il passe aussi en Australie, il passe au Canada. Il y a quand même une volonté de clairement montrer qu'il n'y a plus de contestation possible.
De toute façon, non seulement la démocratie n'est pas dans la rue, elle l'a été rarement, mais le peuple n'a plus la parole. On ne lui donne pas. On parle du RIP, le référendum d'initiative partagée, qui est une plaisanterie, et dans nos bonnes téloches, tout le monde confondait RIC, référendum d'initiative citoyenne, et RIP. Le RIP, on sait très bien que c'est à la discrétion du pouvoir. Vous réunissez vos 4 millions de voix, vous avez vos 200 ou 300 signatures de parlementaires, et puis à l'arrivée, c'est classement vertical, on va jeter le résultat, on s'en sert ou on s'en sert pas, encore après avoir parcouru ce chemin, ce parcours d'obstacles infernal. Il y a eu une pétition comme ça au moment du mariage pour tous, qui avait réuni 1 500 000, 200 000 signatures validées. C'est parti à la poubelle. Donc on voit bien ce qu'est la démocratie. Nos représentants ne font que nous représenter, c'est-à-dire que quand on vote pour eux, on leur donne un blanc-seing, ils font ce qu'ils veulent, après nous avoir promis n'importe tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas une délégation de pouvoir. La démocratie est confisquée magistralement. Bon, la démocratie, en fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une crise d'institution, pas dans une crise de régime, nous sommes dans une crise de la démocratie. Alors, Thierry peut nous dire, moi j'espère qu'on va en sortir par le haut ou par le bas, mais qu'on va en sortir, il faut rebattre les cartes. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que nous ne savons pas où nous devons aller. C'est clair que la démocratie telle que nous l'avons connue n'est plus possible aujourd'hui pour une raison sociologique, puisque aujourd'hui, il y a des différences de revenus que jamais l'humanité n'a connues. Vous voyez, ce que gagne un smicard et ce que peut gagner l'homme le plus riche du monde, qui est un Français aujourd'hui. Donc là, jamais on n'a connu ça, cet écart-là. Donc il ne peut pas y avoir de démocratie quand il y a de tels écarts. Mais ce qu'il faut mettre à la place, nous n'en savons rien. Et nous devons le penser avec des nouveaux outils, puisque c'est quand il y a nous avons assisté à la financiarisation de l'économie, mais nous sommes en train d'assister à l'introduction de l'informatique la plus élevée dans cette économie. Quand il y aura de l'intelligence artificielle partout, on va assister à mon avis, ça devrait commencer dans très peu de temps, on va assister à la fin du secteur tertiaire, comme il y a eu la grande migration des campagnes vers les villes, puis il y a eu l'effondrement de l'industrie, et on va voir l'effondrement du secteur tertiaire à son tour. Donc, il va y avoir un chômage de masse qui va apparaître à ce moment-là. Même chez les traders. Mais même chez les traders, bien sûr, bien sûr. Et la manière dont l'Occident va se réorganiser, nous ne pouvons pas la prévoir aujourd'hui. C'est quelque chose que nous ne sommes pas capables d'imaginer, mais que nous allons inventer au fur et à mesure. Alors, ça peut se faire ça peut se faire dans la violence, comme ça peut se faire de manière intelligente. Mais il se trouve que cette mutation de la correspond en même temps à une mutation des règles de l'équilibre du monde. Donc peut-être que l'un influera sur l'autre. Nous ne savons pas ça aussi. Peut-être que comme nous sommes dans le désordre, nous allons faire la guerre aux autres. Peut-être que... Eric, quand même, une chose, nous savons où nous ne voulons pas aller. Voilà. Mais peut-être que le monde qui se construit aujourd'hui sans nous va réagir sur nous et nous permettre de nous repenser. Je ne sais pas, je ne vois
que ces hypothèses. Bon, en tout cas, il est indéniable qu'au-delà de la crise de la démocratie, mon cher Jean-Michel, on est dans le cadre d'une crise systémique, parce qu'on est arrivé à un moment où les gens ne croient plus au gouvernement, ne croient plus aux institutions, ne croient plus leurs médias, ne croient plus leurs médecins. La crise, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne pourrait l'analyser. Et si effectivement Thierry a raison quand il dit on ne sait pas par quoi on va remplacer tout ça, il y a quand même, bon, pour l'instant c'est de l'ordre du détail, mais il y a des organisations comme Solaris qui se sont mises en place à la vitesse de la lumière. Solaris s'est développé dans 27 pays en l'espace d'1 an et demi. C'est donc la preuve que les gens veulent sortir de ce système qui les broie pour revenir à un mode de vie plus équilibré, plus humain. Il y a, à mon avis, une réelle demande pour ça. Alors, il y aura probablement une période transitoire, mais ceux qui ne veulent pas vivre dans le Great Reset de Klaus Schwab vont devoir organiser leur vie autrement. Et Schwab en parle dans son livre. Il parle de tribus qui se regroupent pour constituer ce qu'il appelle des nations pirates qui refusent de se soumettre aux règles du nouvel ordre mondial. C'est une voie possible, non ? Oui, ben Voltaire avait bien dit à la fin de son Candide, c'est Pangloss qui doit dire ça, cultivons notre jardin, c'est une façon d'échapper à la fatalité. Si on a des patates pour passer l'hiver, ça sera déjà ça. Mais bon, toute plaisanterie mise à part, oui, le monde doit être réinventé, il va se réinventer avec ou sans nous, il va aller très vite. C'est vrai que l'intelligence artificielle, dans quelques années, devrait absolument tout bouleverser, mais moi, personnellement, je crois à l'humain. Je n'arrive pas à désespérer, je n'arrive pas à être sceptique ou nihiliste, comme sont d'ailleurs tous ces gens, tous ces transhumanistes. Je crois que c'est peut-être une chance pour nous, justement, non pas de réinventer l'homme de A à Z, on fera pas du passé table rase, mais de chercher de nouvelles lois qui soient les nôtres, soient les nôtres au profit de l'humain, et pas des valeurs de Madame van der Leyen. On les met avec ces valeurs. Alors, Thierry, un mot pour conclure. Oui, je crois que l'avenir de Klaus Schwab n'aura jamais lieu, que cet homme a terminé son temps. Alors, il a encore autour de lui quelques milliardaires qui l'écoutent, mais cette période est finie. Tant mieux. Enfin, tu constates que tous ces gens-là, que ce soit Rockefeller, Kissinger, arrivent à près de 100 ans, quelquefois dépassent la centaine. C'est extraordinaire que les plus pourris vivent le plus longtemps. Il faut espérer, je m'excuse. La méchanceté, ça conserve. C'est ça. Alors, avant de nous quitter parce qu'on est à 1h08, on s'accorde encore 5 minutes, parce qu'il y a un point que tu as évoqué tout à l'heure, Jean-Michel, sur lequel j'aimerais revenir. Tu as parlé de la Tunisie. Oui, on va parler de ton livre, évidemment. Je l'ai aussi. Hein. Tu as parlé de la Tunisie tout à l'heure, et effectivement, c'est un événement extraordinaire pour un petit pays qui nous est si proche, et en tout cas en ce qui me concerne, qui est si proche à mon cœur. Pour la première fois, un président tunisien a refusé l'offre de prêt du Fonds monétaire international et a déclaré publiquement que la Tunisie s'apprête à se rapprocher des BRICS. Thierry, Jean-Michel. D'abord, il faut savoir qu'en Tunisie, il y a eu une tentative de coup d'État il y a quelques mois, dont personne n'a parlé en France, et pour cause, puisque apparemment, ce sont des agents français qui avaient organisé cette tentative de coup d'État. Bon, ensuite, la Tunisie, c'est un pays qui vit un désordre absolument inimaginable, puisque le président essaye à la fois de lutter contre la corruption
et de lutter contre les islamistes. Donc, je ne sais pas trop s'il y arrivera ou pas. On l'accuse d'être un dictateur. Je pense que le pays est dans un tel désordre qu'il n'y a pas de dictature possible, mais c'est un homme autoritaire, c'est sûr, ça n'est pas la même chose. Alors, que la Tunisie veuille se rapprocher des BRICS, c'est bien normal, mais les places sont chères chez les BRICS. Et il n'est pas question qu'un petit pays avec une crise économique terrifiante comme la Turquie rentre parmi les BRICS. Mais elle peut être associée aux BRICS, ça n'est pas du tout pareil. Il y a aujourd'hui probablement une dizaine d'États qui demandent à rentrer dans les BRICS et personne ne rentre. Les BRICS, c'est une structure qui est en train de devenir économiquement prédominante dans le monde. Vous savez que au cours de cette année, d'après le FMI, au cours de cette année 2023, les BRICS vont dépasser le G7 d'un point de vue économique. Donc, c'est-à-dire que l'Occident va mourir cette année, d'après le FMI. Bon. Donc, la Tunisie pourra probablement s'associer aux BRICS et obtenir des crédits de la part de leurs banques. Voilà, mais pas plus. Oui, mais un soutien politique aussi, une protection politique, non? Alors, une protection politique, ça ne sera pas donné par les BRICS. La protection politique, ça peut venir de l'OCS, mais ils sont de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais ils sont un peu loin de cette organisation pour pouvoir y entrer. Alors, il n'y a rien à ajouter sur ce que vient de dire Thierry à propos de la Tunisie, si ce n'est que qui sème le vent récolte la tempête, qui sème le désordre récolte le chaos, et qui n'est pas un chaos constructif ou créatif. C'est la vieille théorie de Schumpeter sur la destruction créatrice, mais qui avait été repris par les Américains pour dire on va démolir l'Irak et puis après on aura la démocratie. Les printemps arabes, on en voit le résultat. L'arbre des printemps arabes a porté des fruits totalement vénéneux. On le voit aussi bien d'ailleurs en Égypte, où la situation n'est pas extrêmement brillante. On le voit en Libye, on le voit en Tunisie, puisque les printemps arabes ont démarré en Tunisie avec la mort d'un marchand d'oranges. Voilà où conduit c'est le rôle des apprentis sorciers. C'est le titre d'un livre d'Henrion Caude sur les vaccins, mais c'est aussi la géopolitique américaine, celle des néoconservateurs, qui sont on le sait, au départ, des trotskistes reconvertis dans la finance. Ils y réussissent très bien. On en voit d'ailleurs un certain nombre à la française sur les écrans de CNews, de BFM et de compagnie. Ces 68 arts qui aujourd'hui ont changé de camp. Mais enfin, ils sont toujours dans le même camp. En fait, le camp du pouvoir, ils sont du côté du manche. La Tunisie, je m'arrête ici, c'est peut-être une rupture, le signal ou un symptôme de rupture d'équilibre. On entre résolument dans un monde multipolaire, ne pas confondre avec le multilatéralisme, ça n'a rien à voir. Un monde multipolaire, l'Amérique a du souci à se faire, parce que si elle perd ses positions hégémoniques, tout ça va peut-être... les armes sont achetées en dollars, les ceci en dollars, les matières premières en dollars, mais s'il y a un panier de monnaie qui comprend le yuan, le rouble, la monnaie indienne, que sais-je, eh bien, il s'en est fini du dollar, donc il s'en est fini de l'Amérique. Ce pourquoi nous devons aussi craindre les réactions de l'animal blessé qui peut-être n'acceptera pas, qui ne se fera pas harakiri et qui risque d'avoir des mouvements incontrôlés. D'où le risque de guerre, même si la guerre n'est pas nécessaire, même si elle n'est pas utile, la guerre intervient souvent quand les hommes veulent la faire.
La guerre n'est pas l'effet du hasard, encore une fois, du hasard ou de la nécessité, c'est aussi la volonté des hommes. Et là, je crains très fort cet État profond américain qui reste malgré tout encore relativement tout puissant. Ce n'est pas très optimiste, mais on va conclure là-dessus. Est-ce qu'on peut vous retrouver le mois prochain quand Claude Janvier sera de retour de Syrie? Je pense pour une émission spéciale justement autour de la Syrie. Bien sûr. Donc on vous retrouve. Claude part en effet lundi pour la Syrie où il va passer une semaine. Je suis persuadé, Thierry, que vous aurez des échanges très riches sur ce sujet. Oui, sûrement. En tout cas, merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Merci Thierry. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et un enrichissement pour l'esprit. Merci. Pour ma part, eh bien... À très bientôt. Merci Eric. Merci beaucoup. Et on remercie tous nos internautes pour nous avoir suivis. Merci pour votre soutien. Et puis on fait un peu de pub au livre de Jean-Michel. Et pour la revue internationale d'actualité de Thierry aussi, sur Réseau Voltaire, qui est d'excellente qualité. Vraiment. On se dit à très bientôt. Oui, merci. Bonne soirée. Bonsoir.